Je suis honorée de faire partie des orateurs de cette magnifique journée. Je remercie professeur Snossi et professeur Mzienne pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet qui paraît prometteur et intéressant dans la prise en charge de l'alopécie androgénogénétique. Donc, je ne vous rapporte rien, comme on le sait tous, c'est la forme la plus fréquente dans le monde, qui touche à peu près plus d'hommes que la femme, avec des débuts précoces dernièrement, où les facteurs génétiques et environnementaux sont incriminés, et la conséquence, bien entendu, c'est la miniaturisation des follicules pileux. Donc, tout ceci rend la prise en charge un peu difficile et seulement 2 molécules ont été approuvées par la FDA pour la prise en charge de l'alopécie androgénogénétique, qui sont le finastéride oral, qui va réduire la 5-alpha réductase et la dihydrotestostérone, et également le minoxidil, qui va améliorer la vasodilatation au niveau du cuir chevelu. De nombreux autres traitements ont été utilisés également et ont prouvé leur efficacité. Donc, voici un tableau avec une liste non exhaustive des thérapeutiques utilisées dans la prise en charge de l'alopécie androgénogénétique. Et nous, on va s'intéresser à la toxine botulique. Donc, quel est son mécanisme d'action? Quelle est la dose à injecter? Les zones à injecter? La durée du traitement? Et les effets secondaires donc, à travers cette revue de la littérature. Donc, comme on le sait tous, le cycle normal de croissance des cheveux se compose de 4 phases et environ 80 à 90% des follicules sont en phase anagène. Et chaque jour, environ 100 follicules sont en phase exogène. Donc, c'est ce qui explique à peu près la chute de cheveux normale chaque jour. Et donc, ce processus physiologique va conduire à un développement de grandes fibres capillaires terminales. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'alopécie androgénétique? On a une miniaturisation de ces follicules pileux, donc par action des androgènes, donc on l'a déjà vu. Au fait, la dihydrotestostérone va entraîner une dysrégulation au niveau de la voie Wnt-bêta-caténine et donc entraîner une augmentation de la TGF-bêta-1 et par conséquent, on aura un raccourcissement de la phase anagène avec une miniaturisation progressive des follicules pileux. Bien que les preuves impliquent fortement la DHT dans la pathogénèse de l'alopécie androgénogénétique, on continue à explorer d'autres facteurs biologiques, histologiques ou morphologiques qui peuvent contribuer ou accélérer ce processus d'alopécie. Donc, l'un de ces domaines d'intérêt concerne le rôle des muscles ancrés à la galia et qui sont le muscle occipital, frontal, auriculaire et temporal. Donc, les arguments proposés sont que les constatations ont fait que chez les sujets atteints d'alopécie androgénogénétique, ils ont une contraction quasi permanente et chronique et involontaire de ces muscles. Aussi bien, donc le temporal et l'auriculaire se croisent avec des branches artérielles supraorbitaires et supratrochléaires, et leur contraction chronique va entraîner une vasoconstriction et par conséquent un manque d'afflux de sang et d'oxygénation des cellules des papilles dermiques. De plus, les modèles de von Mises bidimensionnels suggèrent que lorsque l'occipital et le frontal sont contractés, les motifs générés à travers la galéa s'alignent étroitement avec la structuration et la progression de l'alopécie androgénogénétique. Donc, voilà le schéma qui explique tout ça. Donc, le résultat de cette analyse indique une dépendance linéaire constante entre la déformation élastique du cuir chevelu et les motifs d'alopécie androgénogénétique, donc ce qui identifie clairement la contrainte mécanique comme facteur actif de l'alopécie androgénogénétique. De plus, une autre constatation, comme l'a dit le médecin qui a présenté le rôle de la DHT dans l'hyperplasie de la prostate, donc une activité accrue des androgènes, également le TGF-bêta-1, médié par les androgènes et ou la fibrose, ont été observés non seulement dans les sites affectés par l'alopécie androgénogénétique, mais aussi dans les tissus sous inflammation, contraction ou pression chronique, par exemple les muscles oculaires dans la maladie de vase d'eau, également la prostate chez les hommes
atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate, les tendons affectés dans la maladie de Dupuytren et également les tissus parodontaux malades. En tant que tel, donc, il existe un intérêt thérapeutique à cibler pour réduire la contraction de ces muscles du périmètre du cuir chevelu pour traiter l'alopécie androgénogénétique. Donc, comme on le sait tous, cette toxine va agir par inhibition de la libération de l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire, mais d'autres mécanismes d'action ont également été proposés, d'où ces indications larges et variables. Donc, cette toxine va être utilisée dans différentes indications et en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prise en charge de l'alopécie androgénogénétique. Donc, comment elle va agir? Donc, on l'a bien compris, on va avoir une réduction du tonus musculaire du cuir chevelu. Donc, on aura une vasodilatation, une amélioration de la microcirculation locale, une bonne perfusion d'oxygène et donc on aura une élimination simultanée de la DHT qui est accumulée au niveau des cellules des papilles dermiques. Également, on va pouvoir inhiber des neuromodulateurs, notamment la CGRP qui est impliquée également dans la pathogénie de l'alopécie androgénétique. On va inhiber également la sécrétion de la Transforming Growth Factor bêta 1, aussi bien c'est-à-dire dans la prise en charge des cicatrices, mais également dans l'alopécie androgénogénétique. Donc, voici grossièrement comment on va agir sur l'alopécie androgénogénétique en injectant la toxine botulique. Donc, on va diminuer la contraction musculaire, augmenter l'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu, augmenter l'oxygénation et par conséquent diminuer la DHT et l'expression de la TGF-bêta 1 et donc on va avoir des cheveux moins miniaturisés. Alors, est-ce que ce traitement est efficace? Donc, parmi les premières études publiées, cette étude canadienne qui a porté sur 50 patients avec différents âges, un stade 2 à 4, au cours qui n'ont pris aucun traitement au cours des 12 derniers mois. Donc, on leur a injecté 150 unités de toxine botulique à raison de 5 unités par point au niveau des muscles précités. Donc, la dose était répartie sur 30 sites d'injection. 2 séances ont été effectuées à 24 semaines d'intervalle avec un suivi sur 60 semaines. Le critère de jugement principal était le changement du nombre des cheveux dans la zone de 2 cm. Et le secondaire était un questionnaire d'efficacité subjectif et également la collecte des poils sur les oreilles. Donc, 40 sujets ont terminé l'étude avec un taux de réponse quand même à 75%, un nombre moyen des cheveux qui a augmenté de 18% à 48 semaines et une diminution des cheveux qui tombaient à 39% à 28 semaines. Donc, voici des photos publiées sur l'article. Donc, si on gardait la même dose, mais juste avec une seule séance, puisque la précédente a utilisé 2 séances, donc cette étude qui a été portée sur 10 hommes, donc, qui ont reçu 150 unités également au niveau musculaire sur 30 sites différents, mais cette fois-ci avec une seule séance. Donc, voici le schéma utilisé. On injectait à chaque fois sur chaque point 5 unités. Et les critères de jugement étaient l'évaluation photographique, notée sur une échelle de 0 à 3, 0 médiocre, 1 passable, 2 bon et 3 excellent, par les sujets et les observateurs. Donc, ils ont eu une excellente réponse dans 80% des cas. Donc, voici des photos. Maintenant, si on diminuait la dose injectée, on a vu 150 unités sur 2 séances, 150 unités sur une seule séance. Maintenant, on va diminuer la dose injectée. Et donc, cette étude prospective portant sur 24 hommes qui ont reçu 50 unités de toxines sur 30 sites répartis de manière égale en intramusculaire, une évaluation clinique portant sur le nombre de cheveux ainsi que sur la sécrétion de sébum a été faite à 3 mois, puis à 6 mois.
Donc, après 6 mois, on a noté une augmentation du nombre de cheveux à plus de 10% chez 11 patients avec un taux de réponse à presque 80%. Et également la diminution de la sécrétion de sébum qui a été vue au bout du 3e mois chez 19 patients sur 24. Donc, même à des doses plus faibles, on est toujours efficace. Est-ce que la toxine va potentialiser les résultats des autres traitements? Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ces auteurs, sur un essai randomisé sur 2 groupes. Un groupe avec toxine et finastéride et un groupe avec toxine seule. Donc, ils ont utilisé 100 unités de toxine espacées ou bien réparties sur 30 sites d'injection, espacées de 2 cm, tous les 3 mois avec 4 traitements au total. Les critères de jugement étaient le changement de moyenne du nombre des cheveux sur une zone de 2 cm², une évaluation photographique et également un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, on voit bien que la toxine a bien marché, mais elle a également, c'est-à-dire amélioré l'effet du traitement par finastéride avec une différence entre le groupe traité par finastéride et traité par toxine seule. Donc, voici des photos. Des photos également du groupe Botox et Botox plus finastéride. Donc, on voit une amélioration assez significative dans les 2 groupes, et encore plus dans le groupe avec finastéride. Donc, on a vu les injections intramusculaires avec différentes doses, avec une seule injection ou plusieurs injections. Maintenant, est-ce que l'injection intradermique de toxine botulique va être aussi efficace que les injections intramusculaires? Donc, c'est une étude prospective qui a porté sur 18 hommes avec un âge moyen de 49 ans. Qui ont reçu des injections intradermiques de 30 unités de toxines sur 20 différents sites au niveau des zones atteintes. C'est-à-dire maintenant, on va injecter au niveau des zones atteintes et pas au niveau musculaire, donc avec des injections intradermiques. Donc, une séance par mois quand même pendant 6 mois. Et l'évaluation clinique était portée sur le nombre de cheveux par centimètre carré et également biologique. C'est-à-dire, ils ont étudié l'expression du TGF-bêta1 dans la culture des cellules des papilles dermiques quand ils ont ajouté la DHT à une concentration de 10 puissance moins 9 mol par litre, et puis quand ils ont ajouté la toxine à 2,5 unités par 10 puissance 6 au niveau des cellules des papilles dermiques. Donc, l'écart type était bien évident à 24 semaines, et pas à 12 semaines, c'est-à-dire ils ont eu un résultat retardé quand même à 24 semaines. La comparaison des photographies avant et après le traitement a montré une amélioration significative à la 24e semaine. Et la DHT, c'est-à-dire quand ils ont augmenté l'expression de la TGF-bêta au niveau des papilles dermiques, des cellules des papilles dermiques, en 96 heures, et puis quand ils ont rajouté le Botox, la toxine botulique, ils ont constaté une diminution de cette expression du TGF-bêta. Donc on le voit bien sur ce dosage immunofluorescent du TGF-bêta dans les cellules des papilles dermiques, on voit la suppression de la sécrétion induite par la DHT, donc ici, après qu'on ait ajouté la toxine botulique par rapport aux témoins quand on n'a pas ajouté la toxine botulique. Donc, on voit bien que la toxine va induire une diminution du TGF-bêta qui est responsable de l'alopécie, de la miniaturisation des poils. Voilà, donc une photo. Maintenant, est-ce que le fait de baisser la dose va avoir, c'est-à-dire toujours en injection intradermique, va avoir un effet sur l'efficacité de la toxine dans la prise en charge de l'alopécie androgénogénétique. Donc, c'est une étude égyptienne où ils ont recensé des femmes. Pour la première fois, j'ai trouvé un article qui parlait des femmes et également des hommes avec des stades variables d'alopécie androgénogénétique. Donc, ils ont injecté d'une manière bilatérale d'un côté
3,3 unités par point et de l'autre côté 2,5 unités par point, donc en s'éloignant de la ligne médiane de 1 cm de chaque côté pour éviter la diffusion, c'est-à-dire pour voir est-ce que le fait de diminuer la dose va avoir un impact sur l'action de la toxine. Voilà, donc ils ont effectué une évaluation clinique ou une stratification clinique à 0, à 3, puis à 6 mois, et également une évaluation dermoscopique et une évaluation de la satisfaction des patients. Et puis, ils ont étudié également les effets indésirables de ce traitement. Donc, on le voit bien qu'il y a bien eu une amélioration au niveau du stade de l'alopécie androgénogénétique, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Donc, avec une amélioration à 6 mois qui est nette. Et également une amélioration au niveau des signes dermoscopiques de l'alopécie androgénogénétique, mais qui était plus visible quand la dose, c'est-à-dire du côté injecté par 3,3 unités par point, par rapport à l'autre qui est injecté à 2,5 unités par point. Voilà, donc 56 patients étaient satisfaits et 75% des patients n'ont pas vu une différence entre le côté injecté à 3,3 et l'autre qui a été injecté à 2,5. Donc, en termes d'effets secondaires, donc uniquement des céphalées qui ont été notés dans 30% des cas de cette étude. Voilà, donc en conclusion, la toxine a une action sur les muscles du cuir chevelu et également sur l'inhibition du TGF-bêta. On peut utiliser des injections aussi bien musculaires qu'intradermiques. Les doses peuvent être variées. Le fait c'est-à-dire de diminuer les doses ne va pas affecter l'efficacité de ces traitements. On peut utiliser une seule injection ou bien 6 selon les différentes publications. Les résultats sont visibles à partir de la 24e semaine et les effets secondaires sont minimes. Ces résultats sont prometteurs, mais on aura besoin d'autres études avec un nombre de patients plus important, un recul et surtout une comparaison avec les autres techniques et les autres traitements. Je vous remercie.